Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir plutôt. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti et l'AFD s'engagent pour renforcer les secteurs de la santé, de l'énergie et la finance. Et enfin, dans l'actualité internationale, nous parlions de nos éditions précédentes où le cyclone Freddy a fait plus de 400 morts en Afrique australe. C'était les titres. Merci, si vous nous rejoignez. Eh bien, le ministère de l'économie, des finances, chargé de l'industrie et l'Agence française de développement ont signé hier 3 conventions représentant un don d'un montant total de 22 millions d'euros pour le financement de 3 projets visant respectivement à renforcer le secteur de la santé, améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments administratifs et appuyer la réforme du secteur bancaire et financier. Le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie et l'Agence française de développement ont signé ces 3 conventions représentant ce montant total de 22 millions d'euros pour le financement de ces 3 projets. En effet, le taux de bancarisation était inférieur à 40% de la population adulte en 2019 Djibouti, contre près de 50% à l'échelle de l'Afrique subsaharienne. Au niveau géographique, l'accès aux services financiers est concentré à Djibouti-Ville, mais très peu développé en région des pare-feux, constitué les premières interventions de l'AFD dans le domaine des systèmes bancaires et financiers à Djibouti. Il a pour objectif de renforcer le système de paiement avec la mise en place du système de paiement digital national et de faciliter l'accès du secteur productif à des solutions de financement en améliorant la gestion des risques des crédits et de renforcer le dispositif de lutte anti-blanchiment. Avec beaucoup d'imagination et de patience, trouve des solutions. Et c'est cela que je trouve dans cette équipe. Et c'est pour ça que nous continuons de travailler à des niveaux importants d'implication avec vous, parce que ces équipes, elles ont du répondant. De notre côté, on voit des millions, on voit des chiffres. Mais en fait, il faut lever la tête et regarder la réalité. Ce sont des opportunités pour les Djiboutiennes et les Djiboutiens d'avancer et de manière de plus en plus autonome vers une émancipation. Nous sommes là pour aider, pour le démarrage, mais la réalité de la transformation et de la continuité, ce sont les Djiboutiennes et les Djiboutiens, et sur tout le territoire. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés pour signer un projet de coopération qui va bénéficier à absolument tout le monde sur tout le territoire de Djibouti. De son côté, le ministre, M. Ilyas Douale, ministre de l'économie, des finances chargé de l'industrie, a exprimé sa satisfaction quant à la signature de ces 3 conventions. Vous pouvez encore une fois, pour une cérémonie de signature pour le financement, cette fois-ci, des 3 secteurs majeurs pour la République de Djibouti. Il n'est pas sans rappeler de la croissance du volume de l'appui de la France à Djibouti depuis ces dernières années. Nous sommes sur le point de finaliser un projet très important de développement urbain à Balbala. 3 conventions signées ce matin en présence de différents collègues. Le premier, c'est d'un point de vue historique très important, c'est la santé des Djiboutiens. L'autre secteur n'est pas moins important, c'est celui de l'énergie. La 3e convention de financement porte sur la modernisation du système bancaire et financier de Djibouti, en particulier des paiements. Ce projet fait suite à un grand projet que nous ambitionnons, le gouverneur de la banque et moi-même au niveau du ministère des Finances, dans la réforme que nous sommes en train de conduire dans le secteur bancaire. Nous estimons avec ce projet, on va libérer vraiment les énergies de nos jeunes compatriotes, de nos entreprises, du secteur privé, mais également de l'économie en général, en permettant un système de switch national, de permettre à ce qu'il y ait de la complémentarité dans le système bancaire. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le Kempinski Palace de Djibouti qui a abrité hier la réunion de la délégation de la Banque africaine de développement avec l'association des banques de la place en présence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Douale. Cet événement visait à vulgariser et à présenter l'initiative AFAWA, qui est une initiative
panafricain lancé par la Banque africaine de développement en 2018 a pour objectif de combler le déficit de financement pour les femmes entrepreneurs et les entreprises dirigées par des femmes en Afrique. Conduite par la directrice générale de la Banque africaine de développement, la délégation a été accompagnée de la directrice générale du genre, de la famille et de la société civile de la Banque africaine de développement. Cette approche AFAWA s'attaque aux fausses existantes entre femmes et hommes en matière d'accès au financement et libérer la capacité entrepreneuriale des femmes en Afrique. Selon la directrice générale de la Banque africaine, la directrice générale a évoqué l'importance de cette initiative et a souligné l'engagement de la Banque africaine de développement pour encourager les femmes entrepreneuses. Et les institutions financières sur l'initiative AFAWA. Cette initiative panafricaine développée par la Banque africaine de développement conjointement avec le Fonds africain de garantie, vise à favoriser les accès des femmes au financement. Voici les propos du ministre. Heureux de partager avec nos amis de la Banque et du Fonds de garantie africain l'initiative AFAWA, mais également donc l'initiative de la garantie pour les femmes africaines. Pour ce qui concerne Djibouti, durant ces dernières années, cette dernière décennie, on a beaucoup travaillé sur les réformes sur l'environnement des affaires. En l'occurrence, dans la vision de long terme de Djibouti, nous considérons la participation du secteur privé dans l'économie nationale comme élément essentiel pour son futur. Dans notre vision, mais également dans nos stratégies quinquennales, nous donnons une part belle à l'initiative du secteur privé de construire un secteur privé vibrant, susceptible d'assurer la transition d'une économie principalement publique ou tirée par l'État vers une économie principalement portée par le secteur privé. Et quand nous parlons du secteur privé, nous parlons également du rôle de la femme dans le secteur privé. Et je vous avoue que le rôle de la femme est très important à Djibouti, dans l'économie nationale, dans la création de richesses. Et sans transition, la vulgarisation et la présentation de l'initiative AFAWA s'est poursuivie. C'était au tour de la société civile de rencontrer la délégation de la Banque africaine de développement. La ministre de la Femme, Mme Ousmane Aden, s'est d'abord entretenue avec la directrice générale de la Banque africaine de développement pour la région de l'Afrique de l'Est et la directrice générale du genre, de la femme, de la société civile de la Banque africaine de développement. Son cabinet puis en toujours présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Ousmane Aden. La délégation de la Banque africaine de développement et les femmes représentant la société civile ont pu échanger dans la salle de réunion du ministère de la Femme et de la Famille sur les avantages et les facilités qui contiennent l'initiative AFAWA au profit de la gente féminine pour les affaires et l'entrepreneuriat. La directrice générale de la Banque africaine de développement de l'Est et la directrice générale du genre de la femme de la Banque africaine de développement ont pu présenter et vulgariser les atouts de l'initiative AFAWA et ont ensuite recueilli les défis que la société civile djiboutienne fait face au quotidien dans le domaine du financement. Direction la France où l'ambassadeur Yahya, plénipotentiaire extraordinaire et plénipotentiaire en France, délégué permanent de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO, ont été reçus le 16 mars dernier par la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay. À l'occasion de cette rencontre, la directrice générale a remercié le ministre pour sa participation au lancement de la 50e anniversaire du programme international des géosciences de l'UNESCO et a tenu à féliciter pour la mise en place de l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat. Les deux parties ont fait un tour d'horizon sur la coopération dans le domaine de la science entre le ministère et le département concerné de l'UNESCO. Par la suite, le ministre de l'Enseignement a eu un entretien séparé avec M. Xing Kou, directeur général adjoint de l'UNESCO, axé sur les questions techniques et les meilleures manières de renforcer et d'approfondir les relations qui existent entre l'UNESCO et la République de Djibouti. Retour à Djibouti, où le ministre de l'Environnement et du Développement durable a organisé hier au Palais du Peuple la cérémonie de remise des certificats aux participants de l'atelier national de restitution du rapport de l'étude de faisabilité du futur Centre national d'intervention d'urgence en cas de pollution marine à Djibouti.
L'événement a été présidé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, en présence de M. Adel Hassan Helmi, conseiller technique du ministre de l'Environnement, le directeur des affaires maritimes par intérim, M. Ahmed Moussa Ahmed, le coordinateur régional du programme de l'environnement, PERSGA, le coordinateur régional du programme de l'environnement du PERSGA. Le séminaire a pour objectif de renforcer les capacités nationales en matière de lutte contre la pollution marine due aux hydrocarbures grâce à une formation sur le déversement hydrocarbures de niveau 2 des cadres des différentes institutions gouvernementales, des autorités portuaires, des affaires maritimes, du secrétariat des risques, gestion des risques catastrophes et des opérateurs privés, sans oublier les gardes-côtes djiboutiennes, la marine nationale et la gendarmerie nationale, ainsi que la protection civile et les parties prenantes du plan Polmer durant 5 jours. La formation a permis aux participants d'utiliser des méthodes de lutte contre la pollution maritime due aux hydrocarbures, à savoir ses impacts négatifs sur l'environnement marin et sur l'économie nationale. À la fin de la cérémonie, le ministre de l'Environnement et du Développement durable et les responsables du ministère de l'Environnement, ainsi que le coordinateur régional du programme de l'environnement PERSGA, ont remis les certificats aux participants de cet atelier de formation. Cette formation, c'était vraiment de donner les conclusions de l'état de faisabilité, de l'étude de faisabilité pour l'installation future d'un centre anti-pollution maritime à Djibouti. Et puis aussi, en même temps, c'était aussi de renforcer les capacités des autorités nationales. Donc du coup, je cite la Marine nationale, les gardes-côtes, les autorités portuaires et l'ensemble des parties prenantes au plan Polmer. Dans son discours, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a invité les bénéficiaires de cette formation d'appliquer au quotidien les leçons apprises durant la formation et d'améliorer en permanence leurs compétences dans ce domaine et de continuer à échanger et de partager en groupe les expériences et les données. Au terme de la formation, bien familier de la portée et des enjeux des conventions internationales et régionales en matière de déversement pétrolier sur la protection des mers, des rivages et la santé des populations. Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter, au regard de la qualité des participants que vous êtes et celle des experts régionaux et internationaux qui vous ont encadrés. Aussi, suis-je bien convaincu que vous êtes désormais mieux outillés. Chers participants, c'est pourquoi je vous engage et vous encourage à prendre à cet égard les dispositions idoines afin de contribuer à rendre opérationnelles les recommandations fournies, telles que, je cite, l'importance et l'urgence de rendre effectif le plan Polmer par un décret d'application, tout en incluant les dispositions concernant les pollutions dues aux substances nocives et potentiellement dangereuses, de mettre en place un comité de coordination composé des parties prenantes au plan Polmer pour travailler conjointement et finaliser l'adoption du dit plan, de poursuivre et renforcer la prise de mesures et la mise en œuvre d'actions guidées et centrées par les comités. Une fois le plan mis en place, exhorter les partenaires et les bailleurs de fonds à assister Djibouti à installer les centres nationaux d'antipollution maritime. Et enfin, de mettre en œuvre un programme de formation et d'exercice périodiques pour rendre opérationnels les dédits centres. L'organisation régionale peut à cet effet nous accompagner dans ces volets. Djibouti est résolument engagé dans ces processus. On change de continent, on va en Europe, plus précisément en Norvège, où l'ambassadeur M. Adel Mohamed Ileta a remis hier à Sa Majesté Harald V, roi de Norvège, ses lettres de créance accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume de Norvège. La cérémonie officielle s'est déroulée au Palais Royal d'Oslo, à l'issue de laquelle l'ambassadeur a eu un entretien privé avec le souverain qui a transmis les salutations cordiales du président de la République, M. Ismail Margelit. Pour sa part, le monarque norvégien a d'emblée souhaité un mandat fructueux au nouvel ambassadeur de Djibouti à Oslo en lui assurant la coopération pleine et entière de son pays. Dans l'accomplissement de sa mission, on lui sera ensuite chargé de transmettre ses salutations sincères au chef de l'État djiboutien. Ensemble, le souverain et les nouveaux ambassadeurs ont échangé sur les relations bilatérales existantes entre les deux pays et de la manière de les renforcer, s'intéressant notamment à la situation sous-régionale, au dernier développement de Djibouti et particulièrement son rôle dans le maintien de la paix dans la région. Retour à Djibouti, où la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Amina Ahmed Oussama, accompagnée du directeur des Affaires sociales, M. Mohamed Ahmed Mikil, s'est rendue à Arta afin de rencontrer les autorités de la région, dont le premier adjoint du préfet,
la vice-présidente du conseil régional. Cette réunion de concertation a permis d'échanger sur la mise en œuvre des programmes sociaux du ministère des Affaires sociales, chargé de la politique de lutte contre la pauvreté, notamment les programmes de transfert monétaire, de distribution alimentaire, qui permettront d'améliorer les conditions de vie et la résilience des ménages défavorisés. C'est dans cette optique de renforcer la coordination des actions sociales menées par le gouvernement et d'optimiser la prise en charge des populations démunies, en particulier ceux vivant en milieu rural, exposés aux effets de la sécheresse et à l'inflation des prix des denrées alimentaires, que la secrétaire générale du ministère s'est entretenue avec les autorités de la région. Santé à présent, où le ministère de la Santé, en collaboration avec le port Labor Service de Djibouti, a organisé le lancement de la première phase d'une série de caravanes médicales durant le mardi 14 mars au profit des dockers du port. En cet effet, durant ces 3 jours, les dockers ont bénéficié de consultations médicales spécialisées, mais aussi des activités de sensibilisation sur les différentes maladies prioritaires du ministère de la Santé. Cette stratégie a un modèle qui a pour objectif d'amener les services de santé primaires gratuitement aux populations les plus vulnérables dans le cadre d'une synergie d'efforts de structures médicales publiques avec sa logistique et son personnel médical et paramédical. Les différentes spécialités des consultations sont la médecine générale, l'ORL, l'ophtalmologie, la stomatologie, le dépistage des maladies chroniques, le diabète, le HTA, la vaccination contre la tétanos et le Covid-19. On a fait une caravane qui a duré 3 jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Durant ces 3 jours, on a vu environ 1500 malades. Et c'est une première. C'est le début d'une bonne initiative. Il y avait aussi des spécialités. On avait l'ORL, on avait la spécialité ophtalmologique, un médecin dentiste. S'il nécessitait un transfert ou si on avait des malades plus graves, on les transférait parce qu'on avait une ambulance à notre disposition. Le commandant de garde-côte djiboutien, le colonel Ouass Omar Boukra, a souligné l'importance tangible de ce convoi médical pour fournir au service médical de qualité aux dockers du port. Il a salué la bonne coopération et la coordination entre le ministère de la Santé, l'institution de garde-côte, l'administration portuaire pour le succès de cette caravane qui est le premier du genre. Le colonel Ouass Omar Boukra a d'autre part déclaré que cette initiative visait à prévenir les maladies et à fournir des traitements et des médicaments gratuits aux dockers du port, félicitant les parties coopérantes pour la mise en œuvre de tous les remorqueurs. Pour sa part, le directeur général du DMP, Jam Ibrahim Rar, a également affirmé l'importance de cette caravane médicale, des spécialités qu'elle comprend dans ces contextes. Il a souligné que la mise en place de cette caravane intervient après des concertations entre le ministère de la Santé et l'administration du DMP, les gardes-côtes djiboutiennes, dans le but de fournir des soins médicaux aux dockers du port. M. Jam Ibrahim Rar a attiré l'attention sur le fait que le convoi comprenait des spécialités telles que l'ophtalmologie, l'ORL, la dentiste et la médecine générale. Ce n'est que la première fois que nous coopérons avec le ministère de la Santé. Ensemble, nous avons déjà vacciné plus de 99% des travailleurs du port contre la pandémie du Covid-19 et rappelé que le directeur général du DMP, PDSA. Direction le Sud, où le Diwan al-Zaka a organisé à Ali Sebieh une cérémonie de parrainage de la 3e et 4e tranche pour les orphelins, ainsi que la distribution de la Zaka à fonds collectés de l'année précédente. Cette cérémonie de parrainage était présidée par le 2e adjoint du préfet de la région d'Ali Sebieh, M. Omar Idriss Sougué, en présence du vice-président du conseil régional, du président du conseil régional par intérim, M. Nour Saïd Geldon. Au total, plus de 102 personnes ont pu bénéficier du Zaka. 82 orphelins pour le parrainage par le Diwan Zaka avec ses soutiens des partenariats au niveau national à Ali Sebieh. Les bénéficiaires ont qualifié la remise de cette somme de Zaka comme une bouffée d'oxygène financièrement. Pour rappel, sachant que le Zaka, qui constitue l'un des 5 piliers de l'islam, a fait obligation aux membres possédants de la communauté musulmane de prélever une part déterminée sur leurs annuels pour en faire un don aux populations de ceux des membres de la dite communauté. Le fondement essentiel de cette obligation est l'avis unanime des savants musulmans de toute époque de réduire, sinon l'éradiquer, la pauvreté au sein de la communauté. Le Diwan al-Zaka est une organique créée en 2004 par le chef de l'État. Elle est un établissement public caractère social rattaché au ministère des Affaires musulmanes
et des biens WARF. Régional à présent, où le comité des juges du concours appelle Your Talents au Théâtre National de Somalie aujourd'hui, qui est le concours créatif qui se tiendra après le mois sacré du mois béni de Ramadan. Et bien aussi le comité en charge d'inscription des créateurs qui souhaitent s'inscrire. Ces concours précise que près de 100 personnes se sont inscrites au théâtre au concours du 15 derniers jours. Le président des inscriptions des créateurs du concours, Hilji Edbra, et le directeur des affaires du marketing de l'agence multidata sensibilisation nationale, Mohamed Nour alias Sharifka, ont déclaré que le 15 mars, ils avaient terminé l'inscription. L'orateur du concours a partagé la décision finale du comité avec la communauté après une réunion sur le début du concours. Le président du jury du concours, appelé Your Gift, a expliqué que la communauté a la raison du retard du lancement du concours appelé Your Gift. Le gouverneur, Abir Duhur, a déclaré que les inventeurs qui ne sont pas encore inscrits ont la possibilité de s'inscrire pour participer au concours. Ainsi, c'est adressé au comité du jugement du concours intitulé Hirjili Adada. Et dans l'actualité internationale, Freddy a frappé 2 fois en quelques semaines dans la région, tuant sur son passage près de 113 personnes au Mozambique. Madagascar est désormais 326 au Malawi, selon un dernier bilan annoncé dans la soirée par le président de ce pays pauvre. Formé depuis le début février au large des Australies, le cyclone en passe d'être classé le plus long jamais enregistré et a fait une traversée inédite plus de 8000 km d'est en ouest dans l'océan Indien. Il a touché terre pour la première fois le 21 février sur la côte de Madagascar, faisant 7 morts. Le phénomène qui sévit depuis plus de 35 jours a ensuite frappé le Mozambique, tuant sur son passage 10 personnes. Puis il a rebroussé chemin et a touché Madagascar une seconde fois, début mars, y faisant 10 nouveaux morts. Il est également rapatrié vers la Mozambique où il a encore provoqué 63 morts. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.